Bien, merci Jean-Daniel pour cette invitation et cette introduction. Donc effectivement, je vais vous présenter la bibliothèque SIGAL, au développement de laquelle j'ai participé, et puis je vais me focaliser sur quelques petits aspects. Alors, voilà. Donc je vais parler un peu du projet logiciel, de son organisation un petit peu, et puis de son historique. Ensuite, je vais donner quelques petits exemples du contenu de la bibliothèque. C'est un très grand projet maintenant, donc ça prendrait beaucoup de temps d'être exhaustif. Mais histoire de fixer les idées, je vais montrer quelques petites choses. Et puis, sur les aspects un peu techniques, je vais donner un peu de détails sur les aspects de généricité et puis sur les aspects de robustesse numérique et de qualité en général. Alors, le projet SIGAL, il est donc né il y a un peu plus de 20 ans. En 1996, c'était le début du projet de recherche européen SIGAL. Et donc, la mission originale du projet, c'était de rendre l'ensemble des algorithmes géométriques développés dans le domaine de la géométrie algorithmique disponibles pour les applications industrielles. Donc, quand je dis l'ensemble, ce n'est pas exhaustif, évidemment. Il a fallu faire des choix et puis il a fallu aussi développer de nouvelles recherches face à ce challenge. Le projet donc, était organisé et centré sur quelques partenaires européens au sens large, donc l'INRIA en France, et puis le Max Planck Institute en Allemagne, l'Université de Tel Aviv, l'ETH à Zurich et quelques autres. Il y a eu plusieurs projets de recherche européens qui ont suivi avec plus ou moins les mêmes partenaires. Au jour le jour, il y a un comité éditorial d'à peu près d'une dizaine de personnes qui pilotent et animent le projet et dont la tâche principale est la relecture et l'évaluation en fait, des propositions et des propositions d'ajout et de changement à la bibliothèque. Et puis comme tout projet logiciel, il a une infrastructure de développement. Donc ça a évolué plusieurs fois au cours des 20 dernières années. Maintenant, on utilise donc GitHub, une plateforme un peu connue et générale. Et puis, on a des tests journaliers qui tournent sur plusieurs dizaines de configurations de plateformes et de systèmes d'exploitation pour tester. Et puis, donc, il y a des réunions biannuelles des développeurs, puisque c'est un projet décentralisé. Donc, voici une photo extraite d'un de ces meetings qui généralement dure une semaine et où on va en détail sur le détail des changements à faire. Alors, quelques chiffres approchés qui vont donner une idée du projet. Donc maintenant, on est à peu près à un peu plus d'1 million de lignes de code C++, en comptant les commentaires. En termes d'utilisateurs, donc on peut compter à peu près 10 000 téléchargements par an, mais ça exclut d'autres moyens de diffusion comme des distributions Linux ou des accès directement depuis Git. Il y a un manuel qui est très extensif, donc on peut évaluer peut-être à peu près l'équivalent de 5000 pages. Plusieurs milliers d'utilisateurs qui sont inscrits à des listes de diffusion, donc une liste de discussion SIGAL Discuss qui regroupe 2000 personnes avec des courriers qui s'échangent tous les jours. En termes d'utilisation commerciale, donc il y a maintenant depuis 2003 une start-up qui s'est créée, qui commercialise SIGAL, qui s'appelle Geometry Factory. Et donc elle compte maintenant à peu près 200 utilisateurs commerciaux qui ont acheté des licences de certains composants de SIGAL. Donc SIGAL est découpé en un grand nombre de composants, on en compte à peu près 130. Donc un composant par exemple, ça va être le calcul de l'enveloppe convexe en 2D, donc plusieurs algorithmes qui font cette tâche-là, ou bien d'une triangulation de Delaunay, etc. Sur la période des 20 ans, on peut compter un peu plus de 100 contributeurs individuels donc, qui ont participé au développement du code.
Le projet est toujours actif et il y a à peu près 2 nouvelles releases, 2 nouvelles versions chaque année. Et en termes de licence, c'est à la fois un projet open source, donc le code est disponible, et donc sous licence JPL qui est un peu contraignante, et avec une licence commerciale qui permet de financer un peu le support et des développements nouveaux. Et finalement, un autre nombre qui serait intéressant d'avoir, mais que je n'ai pas eu le temps d'avoir, c'est l'impact, disons, en termes de publications scientifiques, donc celles qui ont été générées par le projet SIGAL en lui-même, et puis également les références de publications qui ont utilisé SIGAL. Mais il y en a plusieurs dizaines, ça c'est clair. Donc SIGAL, c'est un peu le centre d'un écosystème. Ça génère beaucoup de discussions et de collaborations. Il y a des contributions de chercheurs, surtout à l'origine. Maintenant, depuis que la startup Geometry Factory est créée, elle contribue aussi beaucoup au projet. Il peut y avoir des contributions open source également. En particulier, on peut mentionner les projets Google Summer of Code, donc Google qui a sponsorisé des stages pendant plusieurs étés. C'est un programme général que Google fait pour les projets open source. Donc SIGAL était un de ces projets. Et puis évidemment du point de vue des utilisateurs, il y a donc beaucoup d'utilisateurs open source, que ce soit académiques ou pas, et puis des utilisateurs commerciaux. Donc j'ai ici un transparent qui donne, qui m'a été fourni par Geometry Factory, qui donne juste un sous-ensemble des utilisateurs commerciaux qui sont classés en différents domaines. Donc on a traditionnellement donc, le CAD-CAM, la CAO, qui utilise bien sûr des calculs géométriques. On a le domaine médical, donc pour en particulier des images médicales 3D de scanners par exemple, ou bien simplement modéliser des organes. On a de la visualisation scientifique qui peut être utilisée elle-même dans différents domaines. L'industrie du pétrole, donc géophysique, qui utilise aussi SIGAL et ses maillages pour modéliser des sous-sols. Qu'est-ce qu'on a des cartes numériques et les systèmes d'information géographique, GIS, qui utilisent évidemment beaucoup de géométrie pour représenter les données. Qu'est-ce qu'on a encore? Le VLSI, les circuits intégrés, où là évidemment on utilise effectivement de la géométrie aussi pour représenter ces circuits. Voilà, c'est juste un sous-ensemble, mais c'est pour vous montrer que ça touche à vraiment beaucoup de domaines. Et SIGAL en lui-même essaye d'être indépendant de ces domaines-là. Donc on fournit des composants qui sont génériques. Alors, quelques petits exemples du contenu de SIGAL. Donc, on a par exemple des triangulations de polygones. Là, c'est un polygone qui décrit une côte. Donc, on a des algorithmes qui vont trianguler ces polygones, mailler l'intérieur, par exemple. Ces maillages peuvent être paramétrables. C'est utile pour de nombreux domaines d'application qui peuvent avoir des contraintes diverses. Donc, à gauche, on a une version sans contrainte. Au milieu, on peut spécifier un maillage avec une taille de maille uniforme. Et puis, on peut avoir plus de flexibilité, ou par exemple, dans l'image de droite, on peut spécifier une taille de maille beaucoup plus petite dans le haut de l'image plutôt que dans le bas. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a besoin de beaucoup de flexibilité dans les algorithmes en pratique. Voici un autre exemple de package qui est dans SIGAL, qui permet de faire de la simplification simultanée de polylignes. Donc ici, par exemple, vous avez des isolignes, et elles sont représentées par une grosse quantité de points, donc on aimerait les simplifier, donc essayer d'enlever beaucoup de points. Mais si on fait ça naïvement, évidemment, on peut créer des situations où les isolignes vont se couper, donc on va changer de topologie. Et donc SIGAL fournit par exemple un composant qui permet de faire cette simplification simultanée tout en garantissant des propriétés topologiques.
De manière plus traditionnelle, Sigal aussi fournit des opérations booléennes sur les polygones dans le plan, donc que ce soit union, intersection de polygones, calcul de compléments. Et Sigal supporte différents types de courbes, donc que ce soit des segments de droite pour spécifier les arêtes de ces polygones, ou bien des arcs de cercle ou des courbes de Bézier. Donc là aussi, en interne, il y a des structures de données et des algorithmes qui sont génériques, et puis certains modèles qui vont s'appliquer à différents types de courbes en pratique. Voilà, d'autres exemples, évidemment des diagrammes de Voronoi. Ici, une image de diagramme de Voronoi de segments. Il y a également un package pour faire des diagrammes de Voronoi de segments de cercles et de points, évidemment. Voilà, d'autres exemples encore, des calculs de distance optimale entre polygones, des calculs de volume englobant, donc par exemple calculer le plus petit cercle qui englobe un ensemble de points, voilà, ou une plus petite ellipse, etc. Des calculs de polygones de visibilité dans une scène en 2D. Donc, qu'est-ce qui est visible d'un point P à partir de polygones d'entrée et d'obstacles. Voilà, des triangulations de Delaunay périodiques également, qui sont utiles pour modéliser certains phénomènes. Donc, voilà. Ça, c'était quelques exemples en 2 dimensions. En 3 dimensions, on a aussi beaucoup de choses. Un des packages principaux, c'est les triangulations 3D, avec principalement donc, la triangulation de Delaunay et puis la triangulation régulière, donc avec des poids. Ça fournit une classe qui est entièrement dynamique. On peut insérer ou retirer des points, et ça met à jour la structure de données. Ça a été optimisé. Donc maintenant, on sait calculer, par exemple, une telle triangulation d'1 million de points en 3D en 16 secondes sur une machine normale. Et puis, il y a eu également des efforts de parallélisation qui ont été faits pour utiliser en fait l'aspect multicœur des machines. Voilà, donc ces triangulations 3D, elles servent de support à la génération de maillage. Je pense que Jean-Daniel en donnera beaucoup plus de détails dans un de ses prochains cours. Mais ici, donc, dans le domaine du médical. Et puis, un autre exemple aussi de maillage volumique, également dans le domaine du médical. Donc ici, une coupe d'un cerveau qui est émaillé, donc avec ces différentes zones. Voilà. Donc, voilà, c'est juste quelques exemples de packages qui sont dans Sigal et que de nombreuses personnes peuvent utiliser. Donc maintenant, je vais donner plus de détails un peu techniques sur, je pense, 2 aspects qui sont assez originaux et qui sont en pratique très importants. D'une part, la généricité de Sigal, donc l'indépendance avec les applications et la réutilisabilité des algorithmes, et puis donc la robustesse. Donc programmation générique, alors je vais montrer un tout petit peu de code. Donc à l'époque, ce sont des choix qui ont été faits tout au début, donc en 1996 à peu près. À l'époque, les critères qui ont été retenus pour Sigal, c'est l'efficacité d'une part, et c'est ce qui a guidé le choix du C++ par rapport à des langages comme Java. Et à l'époque, le C++ n'était pas encore standardisé, mais il y avait des aspects prometteurs, et en particulier ce qui est devenu la STL, la Standard Template Library, donc la bibliothèque générique standard qui vient maintenant avec le langage. Donc dans cette STL, il y a des algorithmes et des structures de données génériques. Donc par exemple, cette classe set, qui est un ensemble une classe qui permet de stocker un ensemble de valeurs ordonnées. Donc elle est paramétrée par 2 types. Le type key, donc la clé, le type de des objets qu'on va stocker dans cet ensemble,
et puis less, qui est la fonction qui est le comparateur, qui va permettre d'ordonner ces valeurs. Donc on a ces deux paramètres, et on peut instancier cette classe set avec n'importe quel type d'objet, pourvu qu'on ait un comparateur qui est fourni avec. Donc dans la fonction d'insertion d'une nouvelle clé dans le set, on va faire appel à cette fonction less, donc qui va comparer, puisque généralement c'est implanté avec un arbre, et donc on va comparer cette clé avec les différents nœuds successifs afin de pouvoir insérer la nouvelle valeur dans l'arbre. Alors, on a transposé cette généricité dans Cigale de la manière suivante. Si on considère la classe de triangulation de Delaunay en 2D, elle va être paramétrée en fait par les points, le type de points, et puis les prédicats qui sont nécessaires à calculer cette triangulation de Delaunay. Donc, comme l'a montré Jean-Daniel précédemment, pour calculer cette triangulation de Delaunay, on a essentiellement besoin de deux prédicats, prédicat d'orientation de 3 points, et puis prédicat in circle de 4 points. Et donc voilà, dans la fonction d'insertion, on va prendre un nouveau point et on va appeler ces deux prédicats. Alors qu'est-ce que ça permet de faire, cette généricité? D'une part, ça découple la structure de données de la géométrie et du type de point, donc en particulier du type des coordonnées. Ça peut être des coordonnées flottantes, des coordonnées entières ou toute autre coordonnée. Mais ça permet également de changer un petit peu d'espace sous certaines contraintes. Par exemple, ici, on peut, avec une triangulation de Delaunay 2D, simplement trianguler les points d'un terrain, c'est-à-dire du 2D et demi en fait, de manière implicite, sans avoir besoin de reprojeter ou de copier les points 3D pour qu'ils puissent être considérés par l'algorithme. On fait ça de manière simplement implicite en changeant les prédicats. Ça peut aussi s'appliquer à la triangulation de face des polyèdres, donc complètement dans l'espace. Il y a d'autres exemples plus compliqués où la généricité est intéressante. C'est là où on veut interfacer Cigale avec d'autres bibliothèques. Donc, un autre exemple, c'est la Boost Graph Library, qui est une grosse collection d'algorithmes de graphes. Donc, par exemple, des calculs de plus court chemin, d'arbres couvrants, etc. C'est une bibliothèque assez extensive. Et on aimerait pouvoir exécuter ces algorithmes sur les graphes que sont les structures de données qui sont dans Cigale. Donc c'est ce qui a été fait. La Boost Graph Library a un design un peu similaire, ça utilise la généricité. Donc les algorithmes sont décrits de manière indépendante des structures de données. Et donc il y a juste une interface très fine à fournir pour que ça soit interopérable. Donc c'est ce qui a été fait pour Cigale pour pouvoir lancer ces algorithmes de graphes sur les triangulations ou d'autres structures de données comme les arrangements et puis les structures en demi-arête HDS. Et ça s'applique également en 3D, donc sur des surfaces polyédriques par exemple. Voilà, donc c'est à peu près ce que je voulais dire sur la généricité. En pratique, cette généricité a un coût dans le sens où c'est beaucoup plus complexe de raisonner et de programmer de manière générique, parce qu'il faut s'abstraire d'un contexte particulier qu'on a généralement quand on travaille sur une application ou un domaine d'application précis. Mais on y gagne sur le long terme parce que les composants sont réutilisables dans d'autres domaines. Donc maintenant, je vais parler un peu de qualité pour introduire les problèmes de robustesse. Donc, quand on pense qualité en termes de logiciel, de manière générale, en tant que développeur, on regarde la documentation, les spécifications. Donc, ça, dans Cigale, c'est très important. Donc, j'ai mentionné qu'il y avait un comité éditorial qui faisait une relecture de détails en fait, de ces spécifications. Il y a les commentaires, évidemment, dans le code.
Et puis, classiquement, on écrit ce qu'on appelle des suites de programmes de tests, que ce soit des tests unitaires pour valider certaines fonctions, ou bien des tests de régression. Quand on trouve un bug, on extrait un petit test pour le vérifier, pour être sûr qu'il ne réapparaisse pas à l'avenir. Donc on utilise tout ça dans Cigale. On utilise également ce que j'appelle donc une vérification fréquente des invariants. C'est implanté avec des assertions, ça s'appelle de la programmation défensive. Donc très souvent dans le code, on vérifie par exemple que les arguments d'une fonction vérifient les propriétés qui sont censées vérifier, de même avec la sortie. Et donc ça permet de détecter le plus rapidement possible s'il y a quelque chose qui n'est pas validé. Donc ça, c'est un peu des mécanismes classiques. Il y a d'autres méthodes, évidemment, pour la qualité. Donc, la vérification formelle automatique, donc ça a été fait dans le domaine de la géométrie algorithmique, pas spécifiquement sur Cigale, mais sur quelques algorithmes. Et c'est basé sur des systèmes de preuves formelles automatiques, comme Coq. Donc, je ne donnerai pas de détails là-dessus. C'est difficile à mettre en œuvre. Et puis, indépendamment de prouver les algorithmes, après, il y a savoir convertir un programme dans un certain langage, voire le compilateur qui va avec. Donc, c'est très complexe. Mais quelque part, c'est le Graal. Donc, en termes de code qui est dans Cigale, il y a, à ma connaissance, un seul petit bout de code qu'on a étudié sur ce plan-là, qui n'est pas au niveau des algorithmes géométriques, mais au niveau arithmétique, au niveau des prédicats filtrés, où vérifier la propagation d'erreurs d'arrondi, en fait, est assez difficile à faire à la main et peut être source d'erreur. Et donc, on a écrit donc un logiciel qui est basé sur GAPA, qui est une surcouche de Coq focalisée sur l'arithmétique flottante. Et donc, on a des formules qui sont certifiées à ce niveau-là. Voilà, et comme je disais, c'est très difficile à généraliser. Voilà, donc un autre aspect de la qualité qui est vraiment, je pense, en tout cas de ce qu'on entend dire des utilisateurs, et quand on compare à d'autres logiciels d'algorithmes géométriques, quelque chose qui vraiment fait que Cigale est assez unique, c'est le calcul géométrique exact. Donc c'est un paradigme général qui est apparu dans la fin des années 90. Hein. Et donc, comme Jean-Daniel l'a montré tout à l'heure, l'idée c'est que la robustesse des programmes, des algorithmes, va pouvoir être certifiée si on arrive à isoler des prédicats et des constructions, et que donc le flow des algorithmes, qui est contrôlé par les prédicats, si ces prédicats sont évalués de manière exacte, alors on peut garantir la correction des algorithmes. Donc je ne vais pas trop rediscuter de ça, mais juste pour être moins dépendant. Donc on a des prédicats et des constructions, typiquement donc, un exemple de prédicat d'orientation, savoir placer le point R par rapport à une droite définie par deux points P et Q, le prédicat in circle, donc savoir déterminer si un point S est à l'extérieur, à l'intérieur ou sur un cercle circonscrit à 3 points PQR. Et puis donc de l'autre côté, des constructions qui créent des nouveaux objets numériques, des nouveaux points, donc point d'intersection ou bien centre de cercle circonscrit. Alors on ne se lasse pas de regarder cette image, donc je vous la resserre. Donc le prédicat d'orientation, comme j'en ai l'a montré, c'est le signe d'un petit polynôme, donc juste une suite de soustraction et de multiplication. Et donc, si on l'évalue avec du calcul flottant approché, qui est l'arithmétique par défaut des machines, on obtient dans certaines zones, les cas dégénérés, presque alignés, eh bien ces caractéristiques qui ne sont pas compatibles avec les preuves d'algorithme, parce que donc on perd les propriétés
du prédicat d'orientation qui sont nécessaires à la preuve des algorithmes. Voilà. Donc, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces problèmes de non-robustesse avec l'arithmétique flottante, ça cause essentiellement 3 types de problèmes. Donc, soit on a une sortie qui va être légèrement fausse, donc soit approchée numériquement ou avec un petit problème. En fonction de l'application, ça peut ou peut ne pas être un gros problème. De manière un peu plus grave, on peut bloquer, le code peut s'arrêter si un invariant n'est pas vérifié. Donc là, c'est l'arrêt du programme. Donc, généralement, on n'aime pas ça. Et encore pire, donc on peut avoir des boucles infinies qui se produisent. Donc là, j'ai illustré ça avec ce fameux dessin d'Escher où, si vous regardez chacune des marches, elle monte. Mais évidemment, il y a comme un petit problème général. Donc, l'équivalent en géométrie algorithmique, c'est quand vous voulez vous localiser, par exemple, dans une triangulation, vous allez vous balader de triangle en triangle pour localiser un point, par exemple. Et il est fort possible que cette routine simple qui fait appel à des prédicats d'orientation, si le prédicat d'orientation est écrit de manière approchée, inexacte, eh bien on peut se retrouver dans des situations où on boucle indéfiniment, on tourne sans jamais arriver là où on veut. Donc en pratique, oui, il y a une différence entre la théorie du modèle RealRAM et puis l'arithmétique flottante. Alors qu'est-ce qu'on utilise en pratique? On utilise d'autres types d'arithmétique. Donc les machines sont ce qu'elles sont, donc elles ont de base de l'arithmétique entière sur des mots de 32, 64 bits par exemple, et puis donc de l'arithmétique flottante spécifiée par un standard I3E 754 que Jean-Daniel a décrit. Mais il y a beaucoup d'autres types d'arithmétique qui sont utiles, et donc une qu'on utilise beaucoup, c'est l'arithmétique d'intervalle. Alors qu'est-ce que c'est? C'est au lieu de modéliser un nombre par juste une valeur, on va la modéliser par une paire de valeurs, un intervalle, une borne inférieure et une borne supérieure, avec la garantie que la valeur exacte réelle qu'on cherche à modéliser ici, elle est contenue dans cet intervalle. Et donc, les opérations arithmétiques sont définies sur ces intervalles de manière à ce que cette propriété soit toujours vérifiée, cette propriété de contenir la valeur exacte. Donc, par exemple, ici, j'ai écrit comment on calcule l'addition. Eh bien, simplement, on additionne les bornes inférieures des deux opérandes en l'arrondissant vers moins l'infini, et la borne supérieure va être arrondie vers plus l'infini. Donc tout ça, ça réutilise le calcul flottant de la machine. En pratique, cette arithmétique-là, donc elle va avoir un petit surcoût par rapport à l'arithmétique flottante. Généralement, c'est entre un facteur 2 et un facteur 10. Donc, qu'est-ce que ça apporte, cette arithmétique-là? C'est le contrôle, en fait, des erreurs d'arrondi qui se passent dans une arithmétique flottante. Donc, ce n'est pas du calcul exact, mais ça fournit une information très utile. Et je tenais à mentionner aussi que maintenant, donc c'est très récent, je pense de l'année dernière ou celle d'avant, il y a maintenant un standard I3E qui spécifie le comportement des fonctions sur des intervalles, l'équivalent du calcul flottant. Donc c'est un outil. Un autre outil qu'on utilise, c'est l'analyse statique d'erreurs d'arrondi. Donc ça marche, c'est très utile pour les prédicats simples comme le prédicat d'orientation, qui sont des signes de polynômes. Donc l'idée, c'est que si on a une telle fonction et qu'on connaît une borne sur les entrées, alors on peut en déduire l'erreur maximale commise sur la valeur finale. Donc les erreurs d'arrondi peuvent s'accumuler quand on l'évalue en flottant, mais on a une borne, parce qu'on sait que, par exemple, quand on fait une addition, on a une précision à 2 puissance moins 53, qui est la précision relative du standard sur les doubles. Donc avec ces informations-là, on sait déduire une borne relativement simplement, donc simplement en regardant une borne sur les entrées, et puis en faisant une petite formule rapide, on obtient
un petit epsilon qui va encadrer l'erreur commise. Donc on utilise cet outil-là qui est à peu près juste un peu moins de 2 fois plus lent que l'arithmétique flottante. Ça dépend du type d'expression. Donc c'est utilisé dans ce qu'on appelle les filtres statiques pour les prédicats, par opposition aux filtres dynamiques de l'arithmétique d'intervalle. Alors, ça c'était juste de la précision simple. Maintenant, ça n'est pas suffisant pour garantir l'exactitude des prédicats. Donc quand on cherche à déterminer le signe d'une expression, de temps en temps ça ne va pas suffire. Par exemple, l'intervalle dont on veut le signe contient 0, et donc on ne peut pas déterminer le signe de la valeur exacte. Donc dans ces cas-là, on fait appel à de l'arithmétique multiprécision. Alors il y en a de différents types. Il y a des différents moyens. Donc il y a de l'arithmétique modulaire ou bien des expressions flottantes. Donc ça, c'est des méthodes qui ont été développées, mais qu'on n'a pas retenues, disons, dans Sigal de manière générale. Donc là, je vais me focaliser sur des méthodes qui peuvent s'appliquer à de nombreux prédicats. Donc dans Sigal, on a des dizaines de prédicats et de constructions qui sont regroupés dans le noyau. Et donc, ce qu'on cherche, c'est des méthodes efficaces, mais aussi qui peuvent s'appliquer assez facilement à de nombreux cas. Donc ici, l'arithmétique multiprécision, donc on veut la qualité du modèle RealRAM, on veut du calcul exact, mais évidemment, il va falloir payer le coût. Donc, on peut représenter des nombres entiers exacts en machine, tout simplement en utilisant plusieurs mots machine, un tableau. Donc, ça va prendre un espace mémoire non constant. On représente des nombres rationnels simplement par 2 nombres entiers. Et puis, on peut représenter des nombres flottants multiprécision avec une mantis et un exposant qui sont eux-mêmes des entiers multiprécision. Donc, simplement, le coût de cette arithmétique-là, c'est au minimum, pour chaque opération, une addition par exemple, c'est au minimum la taille de ces nombres. Pour des multiplications, des divisions, des racines carrées, la complexité est un tout petit peu plus élevée. Et puis, on peut utiliser dans Sigal des bibliothèques existantes qui ne sont pas spécifiques à la géométrie, mais comme GMP et LEDA. Et donc c'est ce qu'on fait. Donc Jean-Daniel a mentionné tout à l'heure des nombres algébriques qui sont de temps en temps utiles pour les algorithmes géométriques. Donc par exemple, si on veut calculer un arrangement d'arcs de cercle, on va avoir besoin de comparer des abscisses d'intersection de cercles, et les coordonnées de points d'intersection de cercles, ce sont des nombres algébriques, c'est des racines de polynômes de degré 2, donc relativement simples, mais ça peut se compliquer rapidement. Et donc par exemple, comment fait-on pour calculer le signe de cette expression que j'ai marquée, donc racine carrée de 2, le tout au carré, moins 2, donc cette valeur c'est 0, mais si on ne connaît pas les valeurs a priori, donc il y a différents types de méthodes. Une méthode qui a été développée principalement par des chercheurs du domaine, c'est l'approximation numérique à précision itérative à la demande, avec un mécanisme de borne de séparation. Donc, c'est-à-dire qu'on va évaluer cette expression ici, là, racine carrée de 2 au carré moins 2, avec, mettons, en précision machine au départ, avec une certaine... avec la connaissance de l'erreur d'arrondi. Et puis, on va s'apercevoir que ça va donner un intervalle qui contient 0, on ne peut pas déterminer le signe. Donc, on va la recalculer avec 2 fois plus de précision, par exemple, et ainsi de suite. Alors, comme cette expression est nulle, est exactement nulle, on a besoin de savoir quand s'arrêter, sinon ça bouclerait indéfiniment. Et donc, c'est là qu'interviennent les mécanismes de borne de séparation, qui est un mécanisme qui va permettre de déterminer à quelle précision on peut s'arrêter. C'est-à-dire que pour une expression donnée, elle va permettre de calculer un epsilon tel que si la valeur calculée est plus petite que cet epsilon en valeur absolue, alors on sait qu'elle est 0, exactement.
Donc c'est une méthode qui a été utilisée et donc implantée dans ces deux bibliothèques-là, qui s'interfacent avec Sigal. Donc ça permet d'effectuer des calculs sur des racines carrées, des racines km et également des racines de polynômes quelconques. Voilà, il y a d'autres méthodes algébriques qui sont plus difficiles à mettre en œuvre et qui sont basées sur d'autres bibliothèques et qui permettent de traiter probablement des questions de degré plus élevé, mais qui sont difficiles à mettre en œuvre. Voilà. En pratique, voilà juste un petit exemple de code qui est utilisé dans Sigal. Donc, ces prédicats filtrés, on a mis ça sous forme d'un ce qu'on appelle un Generic Functor Adapter. Donc, ça va être un adaptateur générique qui s'appelle Filtered Predicate et qui est paramétré, donc qui est templétisé par un prédicat générique. Donc, ce prédicat générique, c'est juste la formule du prédicat d'orientation, par exemple. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, simplement, il évalue ce prédicat avec une arithmétique d'intervalle. Et s'il sait conclure le signe du polynôme qui est calculé, alors on a le résultat. Et sinon, il convertit en arithmétique multiprécision et refait ce même calcul. Alors en pratique, on a également d'autres... on a une couche de filtre statique qui vient avant pour certains prédicats, pour être encore plus rapide. Voilà. Donc ça, c'était pour les prédicats. Il y a également un traitement intéressant au niveau des constructions. Donc, quand on va construire, par exemple, un point d'intersection ou un centre de cercle circonscrit et qu'on va le réutiliser plus tard pour d'autres calculs, alors ce qu'on veut faire ici, ce n'est pas nécessairement le calculer systématiquement de manière exacte, même si c'est possible ou pas. Si c'est algébrique, par exemple, on n'a pas forcément de représentation simple. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a une représentation paresseuse. Donc on va calculer une approximation de la valeur, donc des coordonnées des points par exemple, en intervalle, et on mémorise la manière dont il a été calculé. Et donc si plus tard dans l'exécution du programme, l'approximation n'est pas suffisante, pour comparer deux nombres par exemple, eh bien on revient à cette mémorisation de l'arbre d'expression et on réévalue en fait la valeur avec une arithmétique plus précise. Donc ça a été fait dans Sigal et dans d'autres bibliothèques aussi, au niveau de l'arithmétique. Et donc ce qu'on a fait de manière un peu originale dans Sigal, c'est de faire ça aussi au niveau des constructions géométriques. Donc vous allez avoir en mémoire un nœud qui va correspondre à chaque opération, à chaque construction. Donc par exemple, ici à droite, on a un calcul d'intersection de deux segments. On a un calcul de projection d'un point sur une droite, et puis on va prendre le point qui est au milieu de ces deux points-là. Donc on construit comme ça un DAG, un graphe acyclique dirigé, donc d'opération. Et utiliser cette approche-là permet d'accélérer à peu près d'un facteur 10 les calculs par rapport à une approche juste arithmétique. Et donc ce qu'on a fait dans Sigal, c'est avoir un mécanisme générique qui s'applique à toutes les constructions géométriques, y compris celles éventuellement des utilisateurs. Donc, pour résumer un petit peu sur le calcul géométrique exact, il y a des succès et il y a des limitations. Les bons points, c'est la facilité d'utilisation. Du point de vue du développeur de l'algorithme géométrique, les questions d'arithmétique sont un peu cachées, c'est-à-dire qu'on peut fournir assez facilement des prédicats qui sont garantis exacts, donc conformes au modèle RealRAM et donc faciles à utiliser et qui garantissent qu'il n'y a pas de problème. En termes de surcoût, alors ça peut dépendre des algorithmes, mais par exemple pour un cas très intéressant, de Delaunay 3D, le calcul de triangulation de Delaunay 3D, on arrive à descendre à un surcoût qui est, par rapport au calcul flottant, quand il marche,
qui est juste d'à peu près 10%. Donc, pour la plupart des applications, voire la totalité, c'est tout à fait suffisant. Et donc les limitations, par contre, d'une part, il y a les questions d'arrondi flottant, c'est-à-dire que quand on fait des constructions exactes, si on veut passer le résultat à un autre programme, ou si on veut l'afficher, ou si on veut passer à une carte graphique, par exemple, à un moment donné, il va falloir arrondir le résultat à la grille des nombres flottants. Alors ça peut poser des problèmes pour conserver une certaine topologie, ça dépend des propriétés qu'on veut générer. Donc dans Sigal, il y a quelques méthodes assez simples pour faire ça, mais il n'y a pas encore de méthode vraiment générique, et puis ça peut dépendre vraiment des besoins de l'application. D'autres limitations, donc c'est au niveau de la complexité. Si on a une profondeur des constructions, donc si on empile un peu toutes ces choses, les approximations vont devenir, par exemple la taille des intervalles va grossir, et donc ça ne va plus être très effectif, et donc ça va avoir une pénalité au niveau du temps de calcul. Et puis finalement, donc, il y a certaines fonctions qui ne sont pas, qu'on ne sait pas gérer de manière exacte. Par exemple, si on veut jouer avec des fonctions trigonométriques, on ne va pas pouvoir, à ma connaissance, on ne sait pas, par exemple, garantir des signes exacts d'expression qui font appel à ces fonctions-là. Donc on est limité au champ algébrique. Voilà, donc je vais conclure. Donc Sigal, donc c'est une grande collection d'algorithmes et de structures de données géométriques indépendantes des domaines d'application. Il y a des différentes emphases sur la qualité qui ont été importantes pour le projet, qui sont toujours importantes, donc la robustesse face aux problèmes numériques, l'efficacité, la généricité, donc pour savoir s'adapter aux besoins des utilisateurs, et puis l'extensibilité. La qualité aussi, c'est la documentation. Et puis, donc, Sigal, c'est aussi, avec 20 ans de recul, on peut dire que c'est un projet à succès qui est issu de la recherche académique essentiellement européenne. Donc, voilà, un beau projet. Et puis, pour plus d'informations, il y a bien sûr le site web. Voilà. Merci. Merci.